Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes tous les deux des Audois. Roland est du Cucugnan. Et moi, je suis d'Ornaison. J'avais un oncle très cher qui était à Sainte-Eulalie, pas très loin d'ici. Et c'est vrai que l'Aude est un département absolument fabuleux, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Ah, bon. En tout cas, à Paris, ils ne le savent pas. D'accord. En effet, nous n'allons pas parler du cannibalisme. Nous allons parler d'un élément de notre vie qui est absolument fondamental, qui est le pain. C'est très curieux de voir des gens qui vous disent « Moi, j'adore le pain ». C'est vrai que le pain, c'est tellement bon. Mais c'est vrai aussi qu'on entend, et moi, en tant qu'homme de santé, de plus en plus de personnes qui vous disent « J'ai une allergie au gluten ». Alors, l'allergie au gluten, nous le verrons, c'est 1%, 0,5%, 1% maximum de la population. Mais il y a ce qu'on peut appeler des intolérances. Et des intolérances, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Où des personnes vous disent, depuis que j'ai arrêté de consommer du pain, petit déjeuner, repas de midi, repas de soir, je vais mieux. Je vais mieux. C'est-à-dire que j'avais une gêne digestive, des lourdeurs, des mal de bras, etc. Je n'en ai plus. Alors ça, c'est un sujet qui est important, à un point tel qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit à Roland, mais nous travaillons beaucoup ensemble sur le plan scientifique. J'étais à Supagro à Montpellier, à 3h l'après-midi. J'avais rendez-vous avec une équipe de chercheurs concernant les problèmes du gluten. Et en particulier de la structure chimique du gluten qui, quand il arrive dans notre palais des saveurs, eh bien, il va se passer des choses. Il va devoir être plus ou moins digéré. Ou alors, il est mal digéré, il va arriver dans l'estomac, lequel estomac, je ne connais pas. Il envoie plus loin. Et au niveau de l'intestin, il y a de l'inflammation. Et cette inflammation, c'est de la porosité intestinale. Si vous avez un intestin qui est poreux, c'est un peu comme si vous avez un imperméable qui est poreux, il pleut, vous mouillez. Et avec un intestin poreux, ben vous laissez passer des choses qui ne doivent pas passer. Et j'ai reçu hier d'un de mes fils, qui est chercheur en Belgique dans un gros laboratoire, une publication internationale d'un des plus grands spécialistes internationaux sur les problèmes de la maladie cœliaque, c'est-à-dire de l'allergie au gluten, qui disait que la gliadine, un des éléments du gluten, est responsable de la porosité intestinale chez les cœliaques et chez les non-cœliaques. Alors j'ai lu rapidement le résumé, j'ai pas eu le temps de lire tout l'article, et ce qui manquait dans cet article, c'est le pain de Cucugnan. Tout simplement. Parce que si vous avez du bon gluten, c'est pas du tout la même chose. Alors le titre de la conférence, c'est le pain depuis 10 000 ans. Alors, imaginez qu'on donne une seule seconde par année. On est là encore quelques jours. Hein. Donc, Roland va vous faire un panorama justement de cette histoire du pain, de cette histoire du blé, qui est notre histoire à nous les humains. Le blé n'est pas venu sur la terre pour les prunes. Bien qu'aujourd'hui, il y a des sangliers qui ont fait la différence entre le blé ancien de qualité et le blé de Monsanto. Eh ben Monsanto, il le laisse pour nous et ils vont s'occuper de l'autre. Donc on a beaucoup d'amitié avec les chasseurs. Donc tout ça, il faudra qu'on en parle, il y aura des questions. Ça va être une soirée passionnante, d'autant plus passionnante que vous êtes très nombreux, mais je suis sûr que ça va diffuser, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et que quand une femme est informée, elle en informe 300 d'un coup. Alors je passe la parole à Roland.
nous allons démarrer par cette histoire merveilleuse du blé, du froment, jusqu'au pain et à notre palais des saveurs. Bonsoir, merci. Ce qui est de particulier, qui est absolument fabuleusement passionnant, on va dire, c'est que on a une chance extraordinaire, c'est que sur le blé, on est capable, alors bien sûr pas dans l'extrême détail, mais dans la grande globalité, d'avoir une très très bonne vision, que moi je baptise spatio-temporelle, c'est-à-dire et dans les lieux et dans le temps, justement de toute cette généalogie et de toute cette histoire du blé. Je ne suis pas certain que l'on puisse disposer de la même chose sur l'histoire de la tomate, sur l'histoire de la pomme, etc. Mais sur le blé a tout le temps tellement été imbriqué aux civilisations et au développement de celles-ci qu'on a des histoires magnifiques. Et même dans les plus grands chantiers d'archéologie, on a toujours des gens dont le fabuleux métier s'appelle la carpologie et qui font des travaux pour, dans les fouilles, en étudiant la stratigraphie du sol, être capable sur chaque ligne du temps, puisque le sol ça devient un livre, sur chaque page où on a une connaissance de la date, d'examiner bien sûr les pollens, les poussières, etc., mais aussi bien sûr les graminées, et bien sûr aussi des fois de retrouver justement des blés, et de pouvoir en étudier quels étaient les blés qui étaient cultivés où, quand et comment. Pas très loin d'ici, par exemple, sur la montagne Noire, on a les restes d'un castrum, qui s'appelle le castrum de Roquefort, où il y a eu des fouilles extraordinaires, et on a, entre guillemets, toujours pareil, par la volonté destructrice et par le feu, eh bien, on a fait que ces blés ont été carbonisés quand ils ont pillé et mis à feu et à sang ce village, ce castrum, ce village fortifié. On a pu retrouver des blés qui étaient carbonisés, et il n'y a pas meilleur moyen justement de conserver la vision, la connaissance du génome d'un blé que s'il a été carbonisé. Donc on a pu savoir exactement, même les gens qui habitaient à ce castrum de Roquefort, dont la police inquisitoriale nous a aussi laissé des traces écrites parfaites pour nous dire quel jour et quelle heure a eu lieu la mise à feu. Donc on a une connaissance qui est restée. En voulant proférer, en voulant créer l'oubli, on a créé l'éternité presque, puisqu'on sait aujourd'hui, 8 siècles après exactement, quel jour ça s'est passé, et on a la connaissance de quel est le blé qu'on a trouvé. Et c'est extrêmement intéressant, bien sûr, de pouvoir savoir quels étaient le blé que mangeaient les gens ici. Alors ce qui est extrêmement intéressant, justement, c'est de se poser cette question. Je ne suis pas connecté sur le projecteur. Il suffit juste d'appuyer, je crois. Alors, nous avons, avec mon épouse, pris le pari hasardeux et complètement fou, que personne n'a compris à l'époque, quand on a dit qu'on allait faire ça. On a dit qu'on allait donc lancer toute cette étude et toute cette connaissance de savoir si cette histoire des blés pouvait nous apporter un lien transgénérationnel dans tout l'espace et dans tout le temps, pour que l'on comprenne et que l'on se reconnecte à quelque chose qui nous paraît fondamental. Tout à l'heure, Henri a parlé du pain qui est quelque chose de fondamental. Oui, ça a toujours été fondamental. Ça a été fondamental sur le plan de la nutrition, puisqu'il y a encore 100 ans, nos ancêtres, et dans des endroits comme ici, mangeaient jusqu'à 800-900 grammes par jour environ de pain, et c'était une moyenne. On peut penser que les enfants n'en mangeaient que 200 et que certains travailleurs en mangeaient 2 kilos au jour, très certainement. Vous me direz, ils buvaient aussi certains 6-8 litres de vin par jour, mais ils mangeaient beaucoup de pain. Et donc le vin a toujours été le socle de la pyramide alimentaire de nos ancêtres, et ce depuis le néolithique supérieur. Mais aussi il a toujours été le socle, vous le savez, je ne vais pas vous l'apprendre, aussi de les avancées, des avanciers de la civilisation. On sait que dans toute l'histoire de l'humanité,
Alors on sait que quel que soit le lieu, et il ne faut pas croire que le pain est une particularité française, il y a du blé ancien qui a migré au Japon il y a plus de 2000 ans, et les Japonais ne sont pas plus bêtes que nous. Ils ont appris qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de bon avec ce blé. Le blé qui est arrivé chez eux, toujours parti de la Mésopotamie, et il a mis 2000 ans. Il y avait les meilleurs blés actuels d'un point de vue de la nutrition, où on trouve des miracles nutritionnels dedans, sont en Chine. Plusieurs chercheurs, dont une fille, une jeune femme qui a fait son doctorat là-dessus, ont démontré et ont trouvé en Chine des blés qui sont des véritables trésors, qui ont même des taux de magnésium biodisponibles pour l'alimentation humaine qui dépassent l'entendement. Et on ne les a pas pour là. On aimerait bien les avoir, on va essayer, mais ce sont des blés extraordinaires. On voit des miracles. Alors c'est marrant d'utiliser ce mot, puisque vous savez aussi que le blé, il est totalement connecté à toute l'histoire de notre spiritualité, puisqu'on nous a toujours dit, on a tous appris à peu près, parce que c'est aussi pas une spécificité d'une religion. Pas croire qu'il n'y a que nous, catholiques, enfin chrétiens, qui avons cette relation au pain. Les musulmans, les juifs ont une relation extraordinaire avec ce qui est lié au blé, même si les fermentations ne sont pas les mêmes, mais qui les en font de différents types, puis à certaines périodes de l'année, etc. Mais on a tous ce lien spirituel très fort avec le pain. Et on remarque et on trouve, moi il n'y a rien qui me motive plus, qui m'émeut plus, qui me donne le goût de vivre, j'allais dire, que de me rendre compte dans des éléments concrets, dans des signes, dans des faits évidents, là, qui sont là devant mes yeux, qu'il y a des choses qui sont liées à cette spiritualité. Vous avez un mot que peut-être peu d'entre vous connaissent, le mot on dit que l'Eucharistie, durant le rituel de la messe, a ce pouvoir, c'est un miracle de l'Eucharistie, extraordinaire du fait que le pain va devenir corps du Christ une fois que vous le mettez dans votre bouche. Ça s'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire qu'une substance est capable d'en devenir une autre. Bon, je vous le dis comme ça, ça peut-être, je ne sais pas tous d'entre vous qui ont fait des grandes recherches sur la théologie, sur la spiritualité, etc. Moi, j'y suis allé avec mes gros sabots de paysan et un peu scientifique, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver de vraiment transsubstantiel dans le pain? Alors c'est vraiment d'actualité, puisque, Henri, tu l'as dit, quand on faisait un livre, non, tu le rediras. Donc, et en ce moment, je suis dans le chapitre sur la transsubstantiation que j'appelle opérationnelle. Effectivement, dans le pain qui est un certain pain, on a des éléments qui vont donner de la transsubstantiation. Et bon, il faudra lire le livre, parce que si j'explique là, il y en a pour 2 heures, 2 heures et demie. Mais c'est absolument passionnant. Donc, on a un lien avec le blé. Alors, le blé en botanique, je sais qu'il y a des éminents botanistes dans la salle, il appartient au genre Triticum. Hein. Donc, on ne va parler ce soir que de Triticum. Voilà. Déjà, des fois, on me demande, mais est-ce que vous ne faites pas du pain de seigle? J'ai tellement de travail avec le blé que je n'ai pas attaqué le seigle encore. Parce que le blé, je vais vous montrer un petit peu quelque chose qui est là, extraordinaire, c'est qu'on a cette chance de pouvoir remonter la quasi-totalité de la généalogie et aussi dans l'espace, dans les lieux dans lesquels il a migré, évolué, etc. Donc, bien sûr, la première question qu'on peut se poser, justement, qu'est-ce que le blé? Et bien sûr, on va dire que le blé comprend plusieurs céréales qui appartiennent au genre Triticum. Ça marche derrière, là, ça suit. C'est compliqué, là, je vois 2 images à la fois, alors je ne sais pas laquelle est projetée. Alors, là, vous voyez, le blé comprend plusieurs céréales appartenant au genre Triticum. Très bien. Et donc, ce sont des plantes annuelles. Tiens, voilà quelque chose d'intéressant. Voilà, ce sont des plantes annuelles, donc qui appartiennent à la famille des graminées, ou ce qu'on appelle aussi les poacées. Voilà. Donc, ce sont des plantes annuelles. Déjà, premier point aussi qui se relie avec ce qu'on vient de dire juste auparavant, c'est que le blé d'hiver, qu'on plante au mois d'octobre, à l'automne, à peu près, octobre, début novembre, etc., et bon an, mal an, il va avoir un cycle de 9 mois. Ça doit vous faire penser à quelque chose. Voilà. Donc c'est assez troublant. Et il se passe dans cette relation, j'allais dire quasi quotidienne, au blé que l'on sème
au blé que l'on voit pousser et qu'on va moissonner, etc. Et il y a cette relation qui nous relie à beaucoup de choses, et je dirais même à une notion de divin, même si chacun se fait sa propre description, sa propre définition du mot divin. Mais on l'avait tous, parce que je pense qu'il n'y a pas quelqu'un dans la salle qui, si enfant, il mettait le pain à l'envers sur la table, et si en plus il montrait un certain dédain de se couper du pain et puis de le jeter sur la table, à mon avis c'était la torgnole garantie, quoi. Le pain, on l'a toujours, même dans les familles les plus simples, les plus humbles, le pain a toujours été extrêmement respecté. Et je pense, et je suis convaincu, que cette relation au pain est tout à fait significative de l'état global d'une société, et même, je ne vais pas faire de la psychosociologie de comptoir, mais même dont on pourrait imaginer quel est l'avenir qu'elle se prépare de par cette relation au pain qui a quand même, on peut le dire, une forme de sacré dans tout notre inconscient à tous. Celui qui n'a pas cette relation, cette conscience d'une notion de sacré du pain, je pense que son lien à l'humanité, sa propre humanité, peut être un petit peu remise en question. Alors la question qui aussi se relie à ce que disait Henri tout à l'heure, c'est de se demander depuis quand l'homme mange du blé. Alors là-dessus, il y a des grands débats. Si vous regardez tous les jours sur Internet, si vous allez dans Google et que vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, donc l'expression le gluten, par exemple, bien sûr, aujourd'hui c'est devenu le diable, le gluten. Or, du gluten, il y a des chercheurs. Alors la recherche, c'est un monde extrêmement difficile, c'est un monde qui est aussi extrêmement relié, n'ayons pas peur des mots, au pouvoir de l'argent. Donc il y a des recherches. Avant, nous avions des instituts nationaux de recherche en France. Celui avec lequel on travaille beaucoup, c'est l'Institut national de recherche en agronomie. Bien sûr, avant, les deniers étaient tous publics, c'était nos impôts qui finançaient la recherche. Maintenant, il y a beaucoup de recherches quand même qui sont induites et qui sont pour des intérêts privés. Donc, autrement dit, on peut se poser des questions. On entend de tout, on voit de tout. Il y a tous les jours de publiés sur Internet. Et en plus, comme nous, on est un petit peu référents aujourd'hui sur le sujet, on nous envoie tout ça. Et avec les questions, lisez-le s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. Ça ne peut pas passer 24 heures par jour à faire ça. Aujourd'hui, j'ai dû avoir 3 ou 4 courriers dans ce sens. Lisez ça s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. Et on lit tout et n'importe quoi, parce qu'il y a les chercheurs anglais, les chercheurs américains, les chercheurs canadiens, les chercheurs australiens, les chercheurs français, les chercheurs belges, les chercheurs suisses avec qui nous étions il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et chacun y va un petit peu de son axe de recherche et puis honnêtement, moi c'est beaucoup de déception parce qu'il y a souvent beaucoup de bêtises qui sont évidentissimes, quoi. Donc depuis quand l'homme mange du blé, vous allez avoir des chercheurs qui vont vous dire depuis 8000 ans, depuis 10 000 ans, depuis 12 000, depuis 20 000, depuis 30 000, depuis 40 000, etc. En fait, effectivement, on a de ces fameux carpologues, vous vous rappelez ce que ça veut dire, on en a parlé tout à l'heure, qui ont trouvé dans des fouilles des blés, dans des systèmes de tombes, etc., qui dataient de 30 000, 40 000 ans. Il y a très longtemps que l'homme a commencé à ingérer ce blé. Quand a-t-il commencé? Il a commencé justement dans ces eaux-là, entre 20 à 30, 40 000 ans, suivant les endroits, bien sûr. Et quel était le blé que l'homme mangeait? Quel était son nom? L'ancêtre du blé s'appelle l'Égilops. Voilà. Eh bien, regardez la photo, là, c'est de l'Égilops. C'est pas une photo qui date d'il y a 30 000 ans, hein, là-bas. Ça n'existait pas, les appareils à l'époque. Donc c'est une photo assez récente, dont les Égilops, on les a toujours, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est quand même fabuleux. Donc on les a toujours, ces Égilops, et les voilà, en voilà un dans le creux de ma main. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on a de ces Égilops qui étaient donc... il y a quelque chose pour le dire? Non, là il n'y a rien. Je me demandais... Voilà. Donc voilà, alors ces Égilops, ils ont des petits cousins qui ont à peu près le même âge, et bien sûr qui à l'époque, et vous verrez c'est un carré peint en vert pour dire que c'était sauvage, donc c'était à l'état sauvage,
Et dans la nature, alors là où nous souhaitons-nous, on se situe en ce moment en plein où il y a tous ces problèmes énormes qui sont tous les jours l'objet des informations télévisées. Mais c'est tout ce secteur de la Syrie, de l'Irak, etc., les rives sud de la mer Caspienne, toute la Mésopotamie, la Palestine, voilà. Et donc voilà les ancêtres ils sont là, et vous voyez, ils ont une particularité qui va vous paraître bien étrange, c'est que tous ces ancêtres vont être ce qu'on appelle des diploïdes. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que vers le néolithique, c'est-à-dire justement il y a 10 000 ans, et vous voyez que le titre a été trouvé de manière judicieuse, hein, l'engrain, cette céréale-là, ce blé-là, il a été domestiqué. Donc la petite flèche que vous voyez dessous le carré vert, il y a écrit dessous domestication, je pense que vous n'êtes pas nombreux à arriver à le lire. Et là on fait un carré jaune pour dire que ça devient domestiqué. Qu'est-ce que c'est que la domestication? Comment ça commence? Eh bien il est sûr que dans l'histoire de l'humanité, il y a quelque part dans ce secteur-là, là aux rives, sur la partie sud de la mer Caspienne, il faudrait que je mette une cartographie, mais je ne l'ai pas prévu, je le ferai. Il y a, j'allais dire, il y a un couillon. Oui, il y en a un à qui c'est arrivé, le premier, il y a forcément un tout premier dans l'histoire de l'humanité, qui s'est rendu compte par quel hasard, alors qu'à l'époque, l'homme, vous le savez, il était chasseur-cueilleur, et il était en migration constante. Dès qu'il avait épuisé un territoire, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chasser un petit peu plus loin, et cueillir un petit peu plus loin les baies, etc., et donc ces fameux égilops dont il se nourrissait. Et quand il avait épuisé un territoire, il partait plus loin. Et là, il y a dû y avoir quelque chose, un événement, un phénomène qui a fait qu'ils sont restés assez longtemps sur un même territoire. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il avait laissé de l'engrain quelque part, donc cette céréale particulière, qui commence déjà à ressembler à un blé, mais un tout petit blé. Il avait laissé de l'engrain quelque part, et puis il revient, il voit que son petit tas d'engrain, ou je ne sais rien, il a germé, il est reparti. Et donc là, il se passe quelque chose qui est la révolution de l'humanité, qui dans les écritures saintes, ça va devenir Caïn, Abel, etc. C'est les premiers paysans, parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent ressemer. Alors là aussi, il y a aussi la prise de conscience que la mort peut engendrer la vie, puisque il suffit de regarder un grain de blé, là, très beau, très sain, très doré, et au moment où on le met dans la terre, et il va pourrir, il va se dégrader énormément, et de cette dégradation va sortir une espèce de petit filament blanc, puis qui va devenir vert clair, puis vert plus foncé, et puis qui va monter, etc. Et puis ça va donner le miracle de la division du pain, il est là, il est opératif. C'est qu'avec un grain de blé, on va en récolter 80 ou 100. C'est pas miraculeux, ça. Mettez-vous dans la peau de l'homme du néolithique qui se rend compte qu'il sème un grain de blé, il lui en sort 60, 80 ou 100. C'est totalement un miracle. Et puis en plus, il voit que ce grain de blé, il observe, pendant qu'il l'a mis là, il observe qu'il vraiment il donne ce sentiment de mourir, de pourrir, de se dégrader, et de cette dégradation, de cette mort. Et alors qu'est-ce qu'il va faire, l'homme là, à ce moment-là? C'est évident. Il va faire des trous, il va enterrer ses morts. Il va dire, tiens, nos parents, enfin, les gens avec qui on vit, ils meurent aussi. Bien sûr, il voyait la mort, et il a commencé à faire des trous. Et c'est allé même assez loin, puisqu'on retrouve dans les fouilles archéologiques carrément des greniers à blé, les tout premiers greniers à blé qui étaient faits avec des pierres bien appareillées, les super méga murs de pierres sèches que nos anciens savaient encore faire, peut-être quelques-uns d'entre vous. Là, des trous dans la terre avec ces pierres sèches, et là-dedans on mettait le blé, on voyait qu'il arrivait à se conserver, parce que bien sûr, ils ont compris de suite que l'intérêt de la domestication, l'intérêt de la culture, ça voulait dire qu'on n'était pas constamment en train de devoir partir, voilà, et puis il va se poser la question de l'élevage. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer aussi à imaginer, à faire avec un premier instrumentarium même assez simple, de commencer à couper des branches un peu plus grosses. Ça vaut la peine de faire une cabane un peu plus spacieuse, un peu plus solide, puisqu'on va rester habité là, qu'on a compris qu'on pouvait ressemer, récolter, ressemer, récolter, ressemer, récolter, etc. Et là, il y a un premier miracle, c'est que l'homme se sédentarise. L'homme, bien sûr, commence à devenir non plus chasseur, cueilleur, mais éleveur et cultivateur, parce qu'il va se dire, eh bien, il va comprendre beaucoup de choses, voilà, et il va continuer, bien sûr, là, il va manger du grain, et qu'il va récolter, il va domestiquer. Donc, le premier céréale
que l'homme domestique, c'est de l'engrais. Et vous voyez, on est là comme si on était dans des temps totalement révolus. Dans tout, là, on est dans des temps révolus. Quoique, parce que je peux vous montrer une photo qui est assez surprenante, faite par un ethnologue extraordinaire dans les années 50, avec une grosse chambre à photo. Et je pense que ce qu'on voit sur cette photo, si on avait été là il y a 10 000 ans, on aurait à peu près vu, à quelque chose près, je ne vois pas ce qu'on aurait vu de plus ou de moins, les mêmes hommes faire les mêmes gestes. Voilà. Moi j'étais, il y a 1 an exactement, puisque je suis parti, j'y étais le 1er juin, j'étais en Palestine et puis en Israël. Je suis allé chercher des blés anciens, qu'on va appeler de mots techniques, hein, on n'y voyait pas, on va appeler des blés bibliques. L'intérêt c'était de voir les blés qui étaient vraiment à l'époque au moins 2000, pour voir un petit peu, et justement j'étais dans des coins très reculés en Palestine. Et je pense que les paysages que j'ai vus, alors justement j'ai posé en temps réel cette question aux papis, aux gens qui étaient là, et ils m'ont dit qu'il y avait quand même une énorme différence, c'est qu'il y avait beaucoup d'oliviers, mais que malheureusement ces oliviers ne sont plus là. Mais sinon il y avait dans la plaine, dans le creux, dans la vallée, les techniques culturales, je pourrais vous montrer des photos, les techniques culturales étaient exactement les mêmes, puisque j'ai vu des gens qui cultivaient en ayant encore comme seul et unique outil la faucille. Là ils n'avaient pas encore la faux. Aujourd'hui, on est plus nombreux à utiliser la faux, mais eux n'avaient pas encore la faux. Et bien sûr, on leur a, vous comprenez bien, toujours interdit, il n'a pas été possible pour eux d'avoir accès aux fameuses semences modernes, que Henri résume dans le mot Monsanto, mais il n'y a pas que Monsanto, même si c'est un des pires, j'espère qu'il y a des gens de Monsanto dans la salle, voilà, même si c'est un des pires. Et eux, ils ont toujours pu garder leurs semences et ressemer ce que les parents leur avaient laissé. Les parents ont toujours semé ce que les grands-parents leur avaient laissé, etc., etc. Donc des semences qui ont toujours été là et qui ont toujours vécu sur des mêmes cycles au même endroit. Et c'est en ça aussi que le blé, si vous réfléchissez à ça, éveille en nous des notions qui ont une forme de sacré. Moi, je fais une parenthèse là-dessus, parce que ça me paraît extrêmement important. J'ai été ravi, mais alors absolument ravi, quand j'ai vu la logistique que des mouvements catholiques ont été capables de mettre en œuvre pour amener des gens avec des t-shirts bleu ciel et rose à Paris combattre le mariage pour tous, parce que quand j'ai vu l'ampleur que ça avait réussi à prendre, même si j'étais pas, je le dis franchement, très content de ça, mais je me suis dit, le jour où il y a quelqu'un qui va arriver à faire passer une loi scélérate, je pèse mes mots, qui consisterait à ce qu'on n'ait plus le droit de ressemer à partir de nos semences, à partir de ce qu'on a récolté, je me suis dit, les catholiques qui sont attachés au grand cycle de la vie et au sacré, etc., c'est pas un bus qui vont monter à Paris, c'est avec les armes du grand-père. Donc parce que là, j'espère que tous, parce que moi je suis ravi de vous voir aussi nombreux, mais si vous imaginez, parce que ça a été le cas, une proposition de loi en 1912, j'allais dire, non, en 2012. En 2012, il y a eu une proposition de loi, bien sûr largement écrite, étayée, proposée par des lobbies semenciers extrêmement forts, et moi je dis ça avec le sourire, pas avec une notion de combattant politique, syndical ou autre, non, c'est simplement du bon sens, c'est simplement le goût, l'envie de ce qui est juste, de ce qui est noble. Comment on pourrait demain se priver de tout ce que je suis en train de vous dire là, de tous ces cycles de la vie et de cette capacité à ressemer à partir de ce qu'on a récolté. Et puis, bien sûr, comme je sais qu'ici, il y a des gens qui s'intéressent très fortement à la botanique, c'est la vie, ça serait totalement la mort, demain, assurer que de ne devoir travailler que sur des semences industrielles, céréalisées, etc. Parce que le principe même de la botanique, le principe même d'une intelligence qu'a une plante, c'est d'être capable dans ces grands cycles de la vie, de s'adapter à un terroir, de s'adapter à une évolution climatique, de s'adapter à une évolution de la microbiologie du sol, qui est non seulement en grande évolution, mais elle est plutôt en grande dévolution. La vie des sols est en train de s'assécher. Il faut remettre les sols en route, il faut redonner de la vie dans les sols.
Et pour ce faire, il faut retrouver des techniques culturales qui n'étaient pas forcément hyper méga bien maîtrisées par tout le monde dans l'ancien temps, mais qu'aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir faire de manière extrêmement performante. Donc nos hommes et femmes du néolithique, ils domestiquent l'engrais et ils se sédentarisent. Et donc là, on est à moins 8-10 000 ans. Et la chance que nous avons, c'est que de cet engrais-là, il en existe encore quelques capacités, quelques personnes qui ont le goût et le courage de les cultiver, parce que vous savez certainement que dans le blé, ce qui a toujours été au XXe siècle la critériologie numéro 1 de la sélection agronomique, botanique, c'est le rendement, c'est-à-dire combien on récolte de blé dans un hectare de terre. Bon. Les blés de nos ancêtres, quand ils faisaient, on va dire, 20 quintaux, 2 tonnes par hectare, ils devaient être super contents. Après, on a parlé de 30, puis de 40, puis de 50 avec certaines techniques, et au XXe siècle, c'est l'explosion, puisque dans la Beauce, aujourd'hui, on arrive à avoir jusqu'à 100, 120 quintaux dans un hectare de terre. Et pour ce faire, il faut des techniques culturales qui ne sont pas dignes des adjectifs que j'ai utilisés tout à l'heure, noble, beau, etc. Et puis qui vont avoir, et c'est pour ça que nous sommes ensemble, ça a du sens, qui vont avoir d'énormes impacts épidémiologiques sur la santé humaine. Parce que ces blés-là, eh bien, ils sont pas excellents pour notre santé. Voilà, et ils créent des problèmes. Liés à d'autres choses aussi, les techniques de panification, etc. Donc les ancêtres du blé, il y a un mot peut-être en haut à droite ils sont diploïdes, c'est-à-dire que leurs structures de chromosomes sont bâties sur 2 x 7, 14 chromosomes. Ils sont assez faibles sur le plan chromosomique. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que bien sûr, ils ont des protéines. Ils ont des protéines qui sont déjà des protéines insolubles, qu'on va appeler comme étant élément constituant majeur du fameux gluten, d'accord? Et la particularité, c'est que sur ces blés-là, on a des protéines qui sont de faible poids moléculaire. C'est pas compliqué à comprendre, elles sont de toutes petites. Hein, c'est des toutes petites protéines. Et qui, quand elles vont se liaisonner, elles vont faire des liaisons faibles. Autrement dit, gluten, agglutiner, glu en anglais, la colle, etc. Vous comprenez ce que c'est que le gluten. Le gluten, c'est la structure de votre tartine de pain, c'est ce qui structure. Hein, un petit peu comme les nervures, les poutres, etc., à l'intérieur de la coque d'un bateau, c'est ce qui va structurer. Le gluten, ce sont des molécules qui s'agglutinent pour constituer le gluten. Là, on en a peu de gluten, en plus il est de faible poids moléculaire, et il a des liaisonnements assez faibles, c'est-à-dire qu'en gros, vous tirez dessus, pof, c'est comme si vous tiriez sur un fil de soie, ça se déchire de suite, d'accord? Alors que quand on va avoir des bons gros gluten en grande quantité, et avec des hauts poids moléculaires, vous allez devoir tirer fort dessus pour déchirer la tranche de pain. Elle peut être très difficile à déchirer. Le pain que l'on fait avec cet engrais, vous le touchez, paf, et bien sûr dans votre bouche. Je pense qu'Henri va revenir sur les principes de la digestibilité, la digestion du pain, la mastication, etc. La salive, voilà, ça c'est très très important parce que tout est lié. Si on n'a qu'un truc qui va bien et qu'on n'a pas le reste, ça ne marche pas quand même. Voilà. Donc notre blé, là, on va avoir des phénomènes majeurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir du blé qui va partir, qui va migrer vers certaines régions. Voilà une branche là qui se dessine là, en fait, qui va monter de cette rive sud de la mer Caspienne, ça va monter là-bas, vers là où en ce moment aussi, là, ils se battent tous les voisins de la Russie avec leurs voisins russes, l'Ukraine, la Géorgie, principalement vers la Géorgie, la Pologne, etc. Donc ça, c'est des blés qu'on ne va pas trop voir arriver par chez nous. Et puis, il se passe aussi des hybridations naturelles qui se font dans la nature. Et l'engrain sauvage, en se croisant avec des gylops, va augmenter son capital chromosomique et va passer de diploïde à tétraploïde, c'est-à-dire que d'avoir du 2 x 7, 14 chromosomes, il va en avoir du 4 x 7, du 28, et il va donner naissance à l'amidonnier sauvage. L'amidonnier sauvage, on va surtout le retrouver vers le Liban, la Palestine, l'Israël. Et là aussi, il va se passer la même chose, c'est-à-dire que les blés enduris vers la Géorgie, etc., vont vont aussi être cultivés, donc ils vont être domestiqués,
Et bien sûr, notre amidonnier sauvage, lui aussi va donner lieu à de domestication, et dans la domestication, il va donner lieu à donner naissance à 3 grandes branches, les amidonniers qui, comme leur nom l'indique, sont très riches en amidon, les blés poulards. Alors les blés poulards, ce sont des blés particuliers, qui sont des cousins des blés durs, ne sont pas des blés durs, et les blés durs que vous connaissez parce que, Panzani, etc. et tout, ils font toutes leurs pâtes avec des blés durs. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des blés anciens, hein, parce que bien sûr, après, dans chacun de ces éléments, il va pouvoir beaucoup évoluer et donner naissance aussi à des blés durs modernes, etc., etc. Et là, on est dans les tétraploïdes. Là, ensuite, voilà que l'engrais sauvage se croise avec les anduries pour donner un blé que vous ne connaissez pas et dont aucune personne ici a mangé pratiquement, sauf à aller vers les secteurs de la Pologne, etc. Les blés de Joukowski, qui sont d'excellentissimes blés, mais qui ne sont pas arrivés par chez nous. Et bien sûr, il va se passer quelque chose aussi d'important, c'est que nos amidonniers et les poulards vont se croiser avec les gylops de Toche pour donner naissance à des blés que vous connaissez, l'épeautre, le grand épeautre, d'accord, le grand épeautre et le blé tendre. Et le blé tendre, aujourd'hui, tous ici, vous n'avez mangé que du blé tendre, ce qu'on appelle le froment. Donc vous voyez, on a une généalogie là que j'ai fortement résumée, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, et sur cette généalogie, on ne connaît plus qu'un petit-fils de tout ça, qui est le blé tendre, le froment, et que nos ancêtres, dans le siècle dernier, etc., ont pratiquement mangé. Quand je vous parlais tout à l'heure du castrum de Roquefort, il y avait surtout des grands épeautres, il y avait surtout de l'engrain, et il y avait aussi des blés poulards, hein, et des amidonniers aussi qui étaient cultivés. Et on a perdu tout ça. Or, quand on retrouve tout ça et qu'on l'étudie, bien sûr qu'on apprend comment le cultiver, bien sûr, qu'on cherche comment le cultiver, qu'on cherche comment le moudre, parce que ça ne se moud pas de la même manière du tout, pour obtenir des farines ou des semoules extra fines. Et quand, bien sûr, on étudie, on recherche comment le panifier, ça, on obtient des pains qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Et c'est extrêmement intéressant, à plusieurs titres, de ce généalogie du blé. C'est extrêmement intéressant, déjà, sur un premier critère qui va être la toxicologie. Ce que j'appelle, moi, la toxicologie, enfin, je l'appelle, c'est-à-dire d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir de toxique dans du blé. Alors, bien sûr, si on a des choses toxiques aussi aujourd'hui, et ça peut être dérangeant si on se met en conscience, en pleine et entière conscience par rapport à ce que nous disions au début, que nous avions tous cette relation intellectuelle, mais surtout aussi spirituelle avec le pain. Pour moi, il est inacceptable d'imaginer que dans le pain, qui est cette faculté d'une transsubstantiation, on puisse retrouver des substances toxiques que sont les pesticides, les perturbateurs endocriniens, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Ce n'est pas vraiment nos spécialités en tant que telles, mais il y a des très grands professeurs qui aujourd'hui commencent quand même à donner des résultats de recherche, comme le professeur Serralini à l'université de Caen, sur le fait qu'on sait qu'on a un lien direct entre la toxicologie liée aux pesticides et l'épidémiologie, les résultats de ce que font les pesticides sur la santé humaine. Je pense qu'on peut aujourd'hui dire qu'on n'a plus trop de doutes, d'accord ? Et surtout, moi, ce qui m'interpelle énormément, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que si nous regardons nos législations, qui sont assez intéressantes, puis qui évoluent, tiens, Madame Christine Lagarde, avant de partir pour un très bon poste au FMI, elle nous a fait une petite loi qui est même dans le bio, nous avons droit à 0,9% de produits OGM. Donc, bon, pour moi 0,9% d'OGM dans un produit bio, c'est absolument catastrophique. Et là aussi, je pense que le jour où il va y avoir une législation, si elle venait vraiment à être adoptée, pour le moment la France, nous résistons. Jusqu'à quand? Parce que nous avons bien sûr le dictat, excusez-moi, c'est un peu coloré comme propos, ça traduit ma pensée, mes opinions. Nous avons les lois européennes
qui veulent nous imposer de quand même accepter ces fameux OGM sur notre territoire. On n'en a pas loin d'ici, on en a dans l'Aude, puisqu'on a Monsanto dans l'Aude, vous le savez. Donc ces fameux OGM, moi, à titre personnel, mais ça n'engage que moi, et pour de multiples raisons, je suis absolument contre toute forme d'OGM. D'OGM au sens de la transgénèse qui amène des gènes d'un organisme qui n'a rien à voir avec un autre dans l'autre. Par exemple, mettre les gènes d'un criquet dans un maïs. Parce que on va voir que le maïs va résister à certains défoliants s'il a ce gène-là. Donc ça pour moi c'est inacceptable. Pas pour des raisons politiques, ou voilà, c'est simplement du bon sens, et puis parce que je pense que vous êtes nombreux, je vais rentrer peut-être dans quelque chose de personnel, mais moi je suis convaincu que Dieu existe et qu'il n'y a pas besoin de chercher bien loin pour le voir, il suffit d'ouvrir sa fenêtre le matin si on vit à la campagne et de regarder la nature environnante. Et qu'on touche aux fruits de la création de la nature, je pense que c'est totalement inacceptable, et puis aussi parce que le petit œil critique de par la démarche et le procédé intellectuel scientifique que l'on essaie d'avoir, aujourd'hui, on a de très 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 sérieux doutes sur l'impact des OGM sur la santé humaine. Bon, je pense que de ce côté-là, on ne peut pas dire que ça puisse être acceptable. Donc, les OGM, on n'en a pas beaucoup dans les blés encore, mais ça arrive. Aux États-Unis, il semblerait qu'il en ait déjà à peu près 4 à 5%. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement contaminant. Dans les molécules dont je parlais tout à l'heure, en termes de molécules qui ont des impacts toxicologiques avérés, le plus embêtant, c'est les effets cocktails où là, il n'y a rien qui est fait. C'est-à-dire que nos lois européennes nous disent qu'on a droit à 0,2 mg de tels pesticides par jour sans que ça impacte notre santé. Le problème, c'est que donc, on va donner la tolérance à un produit de pouvoir être consommé s'il est en dessous de ça. Mais le problème, c'est que vous ne mangez pas que ce produit-là dans la journée, vous avez mangé plein d'autres. Là aussi, on a des éléments de recherche avérés qui sont assez inquiétants. On prend des enfants à la sortie des classes, on analyse leurs cheveux, parce que ça ressort par les cheveux, et les records, c'est dans certaines régions où on trouve jusqu'à 680 pesticides dans les cheveux de nos enfants. C'est nos enfants, c'est notre avenir, quoi. Et c'est leur avenir. Donc, et les effets cocktails, c'est de savoir quelle molécule peut avoir quel effet avec telle autre. Et là, on ne sait absolument rien. Donc, on va essayer de s'abstenir d'avoir des molécules toxiques sur ce qui nous préoccupe là, sur les blés. Donc, pour ça, bien sûr, la particularité de tous ces blés, de ce qu'on va appeler de tous ces blés, de toutes ces variétés anciennes, c'est qu'elles sont faites, elles ne peuvent être que cultivées en bio et ultra bio. Là, tout à l'heure aussi, vous voyez, je reboucle encore sur le tout début de la discussion, de l'exposé, c'est que Henri vous disait qu'on a une chance énorme dans l'Aude. Oui, on a une chance énorme dans l'Aude. Il faut essayer de la conserver, c'est qu'on a des secteurs qui sont extrêmement protégés. On va même les garder secrets pour que personne, que ça ne se diffuse pas, mais on a des secteurs extrêmement protégés qui sont rarissimes en France, c'est-à-dire dans lesquels on a dans des recherches qui vont jusqu'à 2000 molécules toxiques, parce que dans les recherches de toxicologie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Si on ne la trouve pas, la molécule, on peut dire qu'elle n'y est pas, on ne l'a pas cherchée. Ça marche comme ça. Il n'y a pas d'appareils aujourd'hui qui sont capables de dire je vous donne une molécule, je vous donne un bout de pain et la machine soit capable de me dire qu'est-ce qu'il y a en tout dans ce bout de pain. On ne sait que se dire est-ce qu'il y a du glyphosate et on va voir s'il y en a. Pour ça, il faut avoir la molécule référente, etc. Et c'est une démarche. Donc nous, on fait des recherches toxicologiques sur nos blés qui vont jusqu'à 1600 molécules, ça coûte très très cher, 1600 pesticides. Et il faut avoir la molécule référente, c'est extrêmement compliqué. Donc, et pour ça, on a aussi la certitude, on a des choses là, devant les yeux, qu'on a des secteurs dans l'Aude qui sont encore extrêmement préservés, où la seule et unique pollution que l'on peut récupérer, entre guillemets, qui peut nous impacter, on parle de pression, serait la pollution atmosphérique. Elle est là, elle est présente, elle est présente. Même chez nous,
elle est présente même dans des endroits, même sur les plateaux du pays de Sceaux, etc. On a de la pollution atmosphérique qui arrive, on récupère des trucs, mais par les passages d'avions, les retombées, etc. Mais il y a plein de choses qui impactent, mais c'est quand même minimal, et on a des endroits où on sait que la nature est encore dans un état totalement préservé. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont des secteurs comme nous, on a dans l'Aude. C'est aussi ce qui nous motive extrêmement, totalement, pour être ici et mener les travaux que nous sommes en train de conduire. Donc voilà nos amis les hexaploïdes qui sont les blés modernes. Je vais juste, si c'est possible, sauter pour arriver à un endroit bien précis pour vous montrer justement un exemple de ce qui, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur les aspects de la migration. Donc les secteurs d'origine, par exemple, si l'on parle de l'engrain, alors l'engrain, vous connaissez certainement un nom qui est pas, on peut pas dire qu'on peut pas le traiter de nom commercial, mais s'il a été beaucoup développé, beaucoup mis en connaissance auprès du grand public, dans une volonté un petit peu commerciale, on l'a appelé petit épeautre. Voilà. Et donc c'est une grande erreur, puisque l'engrain il est diploïde, il est tout en haut, ce n'est pas un épeautre, ça n'a rien à voir. Et l'engrain, lui, il est né dans ce secteur-là, vous voyez à peu près. J'espère que c'est pas top, mais on y voit un petit peu. Et l'engrain, lui, va suivre la flèche verte que voilà dans sa migration. Alors je l'ai mis en droite ligne, il faudrait faire un petit peu des courbes. En fait, il va suivre, il va arriver par la Suisse, l'Autriche, la Suisse, etc. Il va arriver dans les Alpes. C'est un blé qui se porte très bien, qui a besoin d'altitude, qui était très adapté à des terres pauvres. Voilà, et donc là, on a des rendements de 5 à 6 quintaux à l'hectare. Vous voyez un petit peu. L'intérêt, c'est qu'il en existe à peu près 300 cultivars. Alors, qu'est-ce qu'un cultivar? On va dire que c'est une sous-famille de la variété qui présente des critères botaniques homogènes. Donc on a environ 300 cultivars d'engrain et on a la chance dans ces 300 cultivars d'en avoir quelques-uns qui sont rélictuels. Alors j'emploie des termes qui peut-être vous agacent un petit peu, mais c'est les termes consacrés. C'est-à-dire que rélictuel, on va dire, c'est-à-dire que justement quand un carpologue nous sort dans la fouille que il y a moins 8000 ans il était dans tel état et tel génome à tel endroit, eh bien, on est capable de dire, tiens, on a de vivants aujourd'hui, un qui présente exactement les mêmes génomes. Et donc, on a, dans les engrains que nous avons en France, je vous disais, on en a à peu près 300 en collection, on a la chance d'en avoir quelques-uns qui sont rélictuels. Et là, qu'est-ce que ça nous montre quand on a quelque chose qui est rélictuel de l'engrain? C'est-à-dire que justement, on a l'équivalent de ce qu'il y avait, de ce que mangeaient nos ancêtres, il y a 8 à 10 000 ans. Eh bien, on assiste à j'emploie encore à dessein le terme miracle, on assiste à un autre miracle du pain. C'est que le pain, il nous présente quelque chose d'assez incroyable. Moi, je l'ai vraiment vécu et découvert comme ça. Je pense que si demain, il faut que l'on opère de la cataracte, on va dire, c'est une opération bénigne, je vais prendre cet exemple-là, s'il faut qu'on opère. Je préfère qu'on opère demain de la cataracte avec les chirurgiens de demain et l'instrumentarium chirurgical que demain, que les chirurgiens de Louis XIV. Ils n'opéraient pas de la cataracte. Ils n'opéraient pas. Il valait mieux pas qu'ils opèrent de la cataracte. Donc il y a quand même des secteurs dans lesquels, à l'évidence, l'homme est capable de faire des progrès absolument fabuleux. C'est certain. C'est pas forcément la technologie, parce que regardez, on est allé sur la Lune en juillet 69. S'il fallait y aller demain, on n'est pas vraiment prêt. On a plus perdu de connaissances sur le sujet que ce qu'on en a gardé. On sait qu'aujourd'hui, s'il fallait remonter un projet lunaire, ce ne serait pas gagné comme ça, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de secteurs, dans le confort, dans par exemple la sécurité routière, nos voitures tiennent beaucoup mieux la route, elles freinent mieux, etc., que les voitures de nos grands-parents. Mais il y a un secteur où il y a quelque chose de fabuleux à voir, c'est le pain. Plus on monte dans cette généalogie du pain telle que vous la venez de la voir sur un tableau résumé, plus le pain présente des qualités nutritionnelles importantes. Ce fameux engrain dont on parlait à l'instant, là dont on voit la migration, cet engrain, il détient les 21 acides aminés, dont les 9 essentiels quand on est enfant, les 7 essentiels quand on est adulte. Je ne dis pas de bêtises, hein?
Je retiens ce qui me... Et il y a les 21 acides aminés dans l'engrais. C'est extraordinaire, ça veut dire que si on ne se nourrissait que de ce pain-là, alors il y a un panel de vitamines aussi absolument invraisemblable. Bon, il n'y a pas la vitamine C, etc., mais il y en a bien d'autres. Ce qui veut dire que si on se nourrissait de cet engrais, on vivrait très bien. Bon, il n'a que 5 quintaux, 6 quintaux de rendement à l'hectare, malheureusement il y en a très peu disponibles, il est très peu cultivé, et puis surtout il a besoin de sols qui n'ont jamais eu de produits chimiques, et il n'en veut aucun, si on y en met la moindre goutte, il meurt. D'accord ? Donc ça c'est très gênant pour ceux qui vendent des produits chimiques. Donc il est peu cultivé. Donc, mais on pourrait très bien vivre. Et il a un taux de protéines insolubles qui donne de gluten, donc le fameux gluten qui s'agglutine pour donner du gluten, qui est très faible. Très faible, presque le tiers du pain actuel. Et puis surtout, ce sont, je l'ai dit, des protéines très petites, donc des réseaux de gluten extrêmement fragiles. Donc voilà une nourriture presque ultra complète. On pourrait vivre que de ça. Et puis bien sûr, on le digère magnifiquement bien. Donc toutes les personnes qui sont en souci d'une certaine intolérance avec le gluten, ben, comme par hasard, celui-ci, ils arrivent à le manger sans difficulté, s'il est bien fait, parce qu'il faut aussi que le boulanger fasse tout pour faire bien son boulot. Malheureusement, sur l'aspect panification, on le dit maintenant, il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier, que vous ne lirez pas, malheureusement, tous les jours, quand on va vous parler de gluten. L'autre jour, j'ai vu que même aux heures de grande écoute, le journal télévisé du 13h, du 20h, il était débattu des effets du gluten, de la phobie du gluten sur le grand public. Mais malheureusement, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est totalement oublié, c'est que vos grands-parents, ils ne mangeaient pratiquement que du pain fait sur le vin. Voilà. Or aujourd'hui, dans la salle, qui a mangé du pain au levain? Ah, il y en a quand même, hein. Il y en a. C'est un challenge pour en trouver, parce que bien sûr, nos amis, nos confrères les boulangers, c'est déjà un métier qui est très difficile, donc ils vont pas à la facilité, mais ils vont au plus certain, au plus sûr, et donc de la panification, elle est faite sur la levure. Voilà. Or, quand on panifie avec du levain, on va avoir notre agent fermentaire, le levain, qui va générer une molécule qu'on appelle la protéase. Et la protéase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'attaquer au liaisonnement interprotéiniques et elle va nous prédigérer le gluten. Donc pour nous, elle aura fait un gros boulot par rapport à notre système digestif, ce qui veut dire qu'on va digérer beaucoup plus facilement le gluten. Voilà. Donc pour la fermentation sur le vin, si demain il me venait la folie de me présenter aux élections municipales, non, c'est fait, aux élections, je sois président de la République. Ça serait mon premier décret, ça. Le premier décret, c'est fermentation sur le vin obligatoire. Mais malheureusement, comme j'essaierai d'être quelqu'un d'honnête, je dirais pas, je ferai pas un anaphore en disant moi, président de la République, je ferai la fermentation sur le vin obligatoire. Moi, président de la République, j'interdirai la culture des salsifis. Ça, peut-être que ça me rapportera plus de voix. Mais la fermentation sur le vin devrait effectivement être, elle revient, mais très lentement, et ça devrait être obligatoire. Donc il y a aussi ce côté-là qui est extrêmement important, c'est d'avoir du pain fait, de manger du pain fait sur du levain. Il n'y a pas que sur l'aspect de la protéase qui prédigère le gluten que le levain joue un rôle, il joue un rôle aussi en libérant ce qu'on appelle des phytases et qui vont décomposer un acide qui n'est pas très bon pour la santé humaine dans le pain, qui s'appelle l'acide phytique, qui va décomposer en 2 molécules phosphorées qui, elles, vont devenir bonnes pour notre santé, alors que l'acide phytique n'est pas bon puisque c'est un déminéralisant. Il se charge des minéraux et il les évacue. Donc il ne faut pas, voilà, c'est un gros problème. Donc quand on mange du pain qui est un petit peu complet ou un petit peu plus riche et qui est fait sur levure, on se fait potentiellement beaucoup de mal. Et il ne faut pas manger matin, midi et soir, tous les jours, parce qu'on se charge d'acide phytique et c'est déminéralisant et c'est pas bon du tout pour la santé humaine. Donc le pain ou le vin, à retenir, à mettre en pratique, il
faut trouver, et vos boulangers, si vous les taquinez, si vous les harcelez pour qu'ils vous fassent du pain ou le vin, je pense même qu'une grande majorité seront contents d'avoir la demande. Voilà. Donc voilà pour la partie du levain. La partie de notre migration des blés, donc voilà l'engrain par exemple, là où il est né, voilà un autre blé qui vous intéresse, qui est le triticum aestivum, c'est-à-dire le fameux froment. Le blé tendre, eh bien lui, il y a environ moins 6000 à moins 5000 ans, il est arrivé aussi par chez nous. Alors, j'ai mis une flèche exprès pour vous montrer aussi que le blé est parti vers la Chine, d'accord? Et il y a d'autres blés extrêmement intéressants, comme des blés durs, des cousins des blés durs, qui eux ont fait d'autres migrations et sont partis beaucoup sur l'Afrique du Nord, hein, toute la partie Égypte, Libye, et c'est pour ça que dans ces pays-là, puis qui se sont adaptés pendant des siècles à la sécheresse, etc., et aux natures de sol. C'est pour ça qu'en Afrique du Nord, il y a toute une histoire, il y a même une histoire de la gastronomie qui est liée au blé dur, avec même les pâtisseries, etc., qui sont faites avec beaucoup de blé dur et des cousins des blés durs, etc. Voilà. Donc il y a encore, moi je peux parler jusqu'à 2 h du matin. Donc, parce que non mais c'est pas moi qui suis un parleur, c'est qu'il y a tellement de choses absolument fabuleuses à dire que on peut tenir très très longtemps, mais il est déjà 10 h moins le quart. Donc on va repasser la parole à Henri pour qu'il revienne sur des éléments qu'il a notés. D'accord? Merci beaucoup. Bien, merci Roland pour cet historique qui est très important parce qu'il nous donne déjà des éléments pour notre santé. Et au fond, c'est quand même la vie quotidienne qui nous rattrape et qui fait que nous souhaitons manger du pain de qualité. Et c'est vrai que aujourd'hui, je le disais un petit peu tout à l'heure, on a des soucis réels avec ce problème du gluten. Alors, quels sont les problèmes que nous voyons aujourd'hui? Bien, c'est assez simple parce que nous avons le pain que nous allons mettre dans notre palais des saveurs. Je n'utilise pas le mot la bouche, je dis que la bouche c'est fait pour se rouler des pelles, d'accord? Mais le palais des saveurs, ça a une signification beaucoup plus grande parce qu'il y a saveur, parce qu'il y a palais. Et je vous rappelle que nous avons tendance à l'oublier, on ne le prend même pas à l'école, les gosses ne le savent pas. Nous avons 6 glandes salivaires, 6 majeurs. S'il y a des majeurs, il y a des mineurs. Nous avons les parotides, les sous-maxillaires et les sublinguales. Et elles fabriquent 3 bouteilles comme cela de salive si on mastique. Parce que nous avons des masséters. Ces masséters, ce sont les muscles qui nous font fonctionner les maxillaires et qui, quand on fait fonctionner ces maxillaires, eh bien, si vous voulez, ça masse les glandes salivaires, et vous pouvez le faire vous-même ce soir en allant à la salle de bain. Vous massez tout doucement au-dessous de votre menton, vous soulevez la langue et vous verrez des jets de salive. Vous verrez des petits jets de salive par des tout petits trous, et tout simplement ce sont des orifices qui sont des orifices de sortie de la salive des glandes sublinguales sous la langue. Mais nous avons en plus des glandes salivaires microscopiques. Et quand vous posez la question à un étudiant, il ne sait pas cela. Il a oublié, il s'en fout. Nous avons 600 à 700 dans les joues. Passez la langue sur votre joue et vous verrez qu'elle est humide. Et celui qui le sait le plus, c'est celui qui a une joue qui n'est plus humide, parce qu'il a eu un cancer, par exemple, de la zone otorino-laryngologique, qu'on lui fait des rayons, et les rayons, c'est pas que du soleil, c'est des rayons qui vont assécher complètement. Et il est tout le temps avec sa bouteille dans la main, son verre d'eau, à essayer d'humecter sa bouche, son palais des saveurs, et il n'y arrive pas, parce que les glandes salivaires ont été fusillées par la radiothérapie. Alors, ce qui est important à bien comprendre, c'est que la salive, c'est pas de l'eau. La salive, c'est un liquide tout à fait particulier qui comprend des enzymes de la digestion, et en particulier des amylases, amidon, amylase. Or, vous avez de l'amidon
dans le pain, on vous a dit amidonier. Donc ces amylases, il n'y en a pas qu'une, ces amylases ont un rôle de digestibilité dans le palais des saveurs. Mais si vous faites comme votre chien qui fait waouh waouh et qui mastique 3 fois et qui avale, eh bien vous aurez peu de salive, vous n'aurez pas de digestion démarrée sauf par les enzymes du pain, si c'est du pain avec du levain dont on va parler, et donc vous êtes en train de sauter une phase absolument essentielle de votre santé et de votre plaisir. Car ce n'est pas votre estomac qui va vous dire que la pomme, le pain, la viande ou le fromage sont bons. C'est là que ça se passe. C'est dans le palais des saveurs que vous dites « ce vin d'ici est fabuleux ». Bon, donc ça veut dire que nous avons un temps qui est le premier temps de notre santé qui se passe là. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps faut-il mastiquer un aliment qui est destiné normalement, s'il est solide, à devenir liquide ou au moins pâteux? Réponse, les Allemands disent 37 fois, réponse 30 secondes. 30 secondes, ça veut dire 30 fois vous mastiquez l'aliment qui est dans votre palais des saveurs, vous le transformez grâce à la salive, car il va s'y mélanger, et il va descendre ensuite tranquillement de long de l'ésophage. L'ésophage n'est pas un tube creux. L'ésophage, c'est un tube plat, où les deux parois sont collées l'une à l'autre. Il n'est pas destiné à recevoir des morceaux. Je dirais même que s'il recevait des morceaux, il devrait les renvoyer vers le haut. Il ne les renvoie pas parce qu'il est gentil, mais ce n'est pas une bonne chose parce que c'est comme ça que vous fabriquez des cancers de l'ésophage. Exemple, une dame de 52 ans, du monde de la santé, puisque pharmacien, vient avec un cancer de l'ésophage. Normalement, le cancer de l'ésophage, c'est quelqu'un qui fume beaucoup et qui picole. Elle ne fume pas, elle ne picole pas. Alors on cherche la génétique. Il n'y a pas de génétique dans la famille des antécédents avec cette maladie. Mais qu'est-ce qu'on trouve en interrogeant d'une manière précise? C'est une femme qui mange très vite et qui en plus prend des boissons bouillantes. Ah, boisson bouillante, ça veut dire quoi? Quand vous prenez une boisson bouillante, eh bien, vous brûlez les papilles de votre langue. Et les papilles de votre langue, je voudrais que vous compreniez comment elles sont organisées. C'est génial. Il y en a qui ont des formes de filaments, filiformes, d'autres de feuilles, d'autres de petites couronnes, d'autres de petits champignons. Elles ont toutes des rôles absolument essentiels et différents qui nous donnent l'alchimie des goûts. C'est pas simplement c'est sucré, c'est salé, c'est doux, c'est amer, etc. C'est une alchimie des goûts. Et ça, nous sommes dans une civilisation de la vitesse. Et cette civilisation de la vitesse, c'est pas simplement la voiture, mais c'est aussi que nous mangeons trop vite. Nous ne goûtons pas les aliments, nous n'en profitons pas réellement. Et aux conséquences, eh bien, ce qui va arriver dans votre estomac, l'estomac, il vous dit, « connais pas, moi. Beaucoup trop dur à digérer. Vous m'avez envoyé de la colle, gluten, agglutiner, ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Vous m'envoyez de la colle que vous n'avez pas suffisamment mastiqué, mais je puis vous comprendre. Parce qu'au fond, c'était du pain de Monsanto, c'était pas celui de Cucugnan. Parce que quand Roland est venu au mariage de notre fille, il y a 1 an et demi, il y avait le pain de Cucugnan. Elle s'est mariée avec un Américain, elle n'a pas trouvé un Français. Bon, très bien. Donc, les Américains sont venus, mais alors, ils étaient enthousiastes sur le pain, parce qu'ils n'avaient jamais eu un pain comme cela dans leur palais des saveurs. Et ils s'en régalaient. Ce qui fait que quand ce pain de qualité arrive dans l'estomac, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du palais des saveurs? Eh bien déjà, les gluten ont été coupés. Vous avez ce qu'on appelle des protéines, on vous l'a dit avec les acides aminés, il y a des gliadines et il y a des gluténines. Et il semblerait que nous sommes surtout
touchés par les gliadines. J'étais récemment dans l'avion qui va à Paris, j'y vais assez souvent, et j'étais assis aux côtés d'un de mes collègues néphrologues, professeur de faculté, très compétent, un type remarquable. Je lui dis, moi, est-ce que tu donnes des conseils aux personnes qui sont greffées du rein? Il me dit, oui. Mais quels conseils leur donnes-tu? Eh ben, je leur dis de boire pour pisser. Lui, il voit le rein, à juste raison, comme un filtre, bien. Mais je lui dis, est-ce que tu leur donnes des conseils nutritionnels? Il me dit non. Mais est-ce qu'il te demande? Oui. Et tu dis quoi? Ce qui vous va bien. Ben, je lui dis non. Tu dois leur dire que le rein est extrêmement sensible à ce qu'on appelle des excès de gliadine. Quand vous voyez aujourd'hui dans mon centre de cancérologie un patient, homme ou femme, qui vient avec un cancer du rein, eh bien c'est une personne aujourd'hui qui s'est gavée de mauvais bains, qui s'est gavée d'une gliadine qui donne ce qu'on appelle la néphropathie à la gliadine. Et qu'est-ce que c'est que la néphropathie à la gliadine? C'est une irritation chronique, si vous voulez, du néphron, c'est-à-dire de la cellule ou des cellules rénales, et qui fait qu'à force d'irriter, eh bien, vous finissez par transformer en cancer. Si vous avez une irritation au niveau de la montre que vous grattez sans cesse, un jour, vous risquez d'avoir justement une inflammation, et qui dit inflammation va conduire au cancer. Mais nous sommes arrivés à l'estomac. Alors quand l'estomac vous dit, moi, je ne connais pas, je n'ai pas suffisamment d'acide pour digérer cette glu, cette colle que vous m'envoyez. Et donc, il laisse passer, ça va plus loin. Plus loin, qu'est-ce qui se passe? Bien plus loin, il y a l'intestin grêle. L'intestin grêle, nous en avons entre 4 et 6 mètres. Et si nous mettions la surface d'absorption de notre intestin, nous aurions un terrain de handball. Vous voyez, c'est assez large. Tout ça qui est dans notre ventre, parce qu'il y a des villosités qui sont tellement bien constituées qu'elles ont un rôle fondamental pour notre immunité. N'oubliez pas que 80% de votre immunité, c'est-à-dire de votre défense, de vos défenses contre les virus, les bactéries, les pollutions, toutes les choses qui nous atteignent et que nous ne voudrions pas pour notre santé, eh bien nous avons un système immunitaire absolument fabuleux où l'intestin joue un rôle essentiel. Comment fait-il? C'est pas compliqué. Les cellules intestinales, au niveau de l'intestin grêle, on les appelle les entérocytes. Au niveau du côlon, les colocytes. Les entérocytes, ils vivent 4 jours. Au bout de 4 jours, il a fini sa vie, l'entérocyte, il est remplacé par un autre. Bien. Et les entérocytes, ils sont collés les uns aux autres. C'est logique, parce que vous avez des jonctions qui sont serrées pour que ne passent à travers la cellule intestinale que les bons produits, le bon sucre du miel, les bonnes protéines de la bonne viande, du poisson ou bien du pollen, de toutes les protéines végétales ou animales que nous pouvons consommer. Mais quand le gluten mauvais arrive parce que l'estomac n'a pas voulu s'en occuper, parce que là-haut nous n'avons pas suffisamment mastiqué, eh bien l'intestin grêle s'enflamme. Mais il ne s'enflamme pas d'abord au point de vous donner une douleur. Il ne va pas vous donner une douleur, il va vous donner une gêne. Cette gêne, ça va être quoi? D'abord, de la pullulation. Ah, pullulation, fermentation. Fermentation, ça me fait penser quand je vais à Formiguères l'été, quand j'étais enfant. Quand nous étions enfants, qu'on arrivait dans les vacances, pendant les vacances dans les Pyrénées, ça sentait la bonne bouse de vache. Et cette bouse de vache, eh bien, c'était sympa. C'était synonyme des vacances. Aujourd'hui, ça pue. Pourquoi? Parce que vous avez l'ensilage. Parce que vous avez des animaux qui ne sont pas suffisamment nourris dans les prés. Parce qu'ils sont là, si vous voulez, dans des étables, à consommer des produits qui ne leur sont pas destinés à ce moment-là de l'année. Et nous, c'est un peu la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Et si la jonction se dessert, eh bien, il va passer des choses qui ne doivent pas passer. Alors, je sais bien qu'on me critique à propos des produits laitiers,
Parce que j'ai dit que le yaourt, je le prescrivais seulement la veille du départ dans l'au-delà. Le jour où ma femme va m'offrir un yaourt, je vais me dire demain, je me casse. Donc c'est pas pour demain. Mais pourquoi? Ben parce que le yaya, est-ce que vous le mastiquez? Non. Une petite disait à sa maman, et sa maman me disait, elle en gobe 4 par jour. Dans le yaya, qui vient surtout de la vache, parce qu'il y a 24 milliards de litres de lait, eh bien, le lait de la vache, il est pour le veau. Mais non, c'est fini, le veau, on ne le met plus sur la vache, il est pour nous. Il est pour nous, ça veut dire quoi? Que nous consommons une quantité de calcium qui est trop forte. Or, on vous dit, il faut prendre du calcium pour éviter de finir en poussière. De toute façon, c'est sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de calcium. Et les pays où il y a le plus d'ostéoporose, ce sont les pays où les femmes en particulier consomment le plus de calcium animal venant des vaches. Nous en consommons beaucoup trop. Ce qui fait que quand la jonction serrée s'est desserrée, à cause du gluten, alors je vais vous faire la relation amusante entre le calcium qui a passé la jonction serrée qui s'est desserrée et qui arrive sur le fémur. Salut fémur, comment vas-tu? Et le fémur lui répond, que viens-tu faire? Il répond, je suis calcium. Je suis là pour te consolider, mon ami. Je suis là parce que tu es os, parce que tu es solide, parce que tu es un squelette et que je veux t'aider. Et le fémur répond, je suis un squelette qui bouge. Ça veut dire, j'ai une activité physique, quelle qu'elle soit, ça m'est égal. Mais j'ai une activité physique qui fait que par l'activité physique, j'entretiens parfaitement mon squelette. Je n'ai pas besoin d'un excès de calcium, dégage. Et le calcium dit, où je vais, où tu voudras. Et voilà qu'il va se mettre sur votre cartilage articulaire de la hanche. Et ça va faire de la coxarthrose. Alors mes copains orthopédistes me disent, mais ferme-la, ferme-la. Nous avons des prothèses de hanche droite, gauche, genou, épaule. Moi, c'est pas mon concept de la médecine. Un exemple très précis. Une personne très proche de moi avait une coxarthrose bilatérale. Vous allez le retenir, ça. Ça veut dire qu'il souffrait de ses deux hanches, il avait mal quand il marchait, tout cela. Donc je vais faire la radio, et je porte la radio à mon collègue orthopédiste. Il me dit, oulala, les deux hanches sont foutues, il faut les changer toutes les deux. Bien. Je lui dis, tu peux faire les deux en même temps? Il me dit, non, c'est trop dangereux, on fait l'un après l'autre. Bon, très bien. Alors, il fait la première hanche, je vais voir mon ami à l'hôpital, et il était un peu râleur. Il râlait contre les chirurgiens, avec, oui, les tuyaux, les drainages, les ci, les ça. Puis il me dit, quand je pense que dans 3 mois, il faut recommencer pour l'autre côté. Je lui dis, mais tu vois, tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Mais j'ai mal, me dit-il. C'est vrai. Il me dit, mais tu aurais une solution pour ne pas me faire opérer? Mais bien sûr. Mais laquelle? Il faut que ta femme écoute la mienne. Ça veut dire que tout simplement, la mienne a des concepts qu'elle a parfaitement saisis, parce que moi je suis au niveau, si vous voulez, de la théorie, je n'ai pas le temps d'être au niveau de la pratique, mais quand on s'entend bien, eh bien, elle a parfaitement compris l'importance de la pratique et de faire attention à la consommation des produits laitiers. Ça veut dire qu'il faut aller, quand on a du bon gluten, vers des animaux qui vous apportent du calcium, bien sûr, mais qui vous apportent aussi des facteurs de croissance pour un petit animal. N'oubliez pas que le veau en une année, il prend 365 kilos en une année. Que le petit humain, hein, je vais avoir un petit-fils qui va naître ce soir ou demain aux États-Unis, hein, et le dernier s'appelle Mathieu, il prendra en une année 5 kilos. Mais au bout d'une année, il ne reconnaît papa, maman, les frères, les sœurs, il parle, il est adroit. Le veau, il est aussi con 1 an après que quand il est né. Voilà. Mais il est costaud, parce qu'il a du calcium, la quantité qu'il lui faut. Mais moi, je ne suis pas un veau. Mais si vous voulez avoir un cerveau de veau, continuez. Mon prochain livre, ça sera « Voulez-vous un Alzheimer ou un Parkinson ?» Vous avez le choix, d'accord? Mais vous allez voir que ça, c'est important. C'est le jour, d'ailleurs, ce jour-là, on m'a parlé de toi, Roland.
j'en ai un souvenir merveilleux. J'étais à l'Or Minervois et je parlais à des maisons de retraite. Ça avait été organisé par une directrice et beaucoup de monde. Évidemment, les gens me posent des questions sur l'Alzheimer et le Parkinson. Ils avaient tous la trouille de ça, ou de perdre la mémoire et de plus savoir, etc. Bon, alors je leur dis, les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, ce ne sont pas, comme on a tendance à le dire, et même des médecins souvent ne le savent pas ou n'osent pas le dire, ce n'est pas le tremblement pour le Parkinson ou je ne sais plus où j'ai mis les clés de la voiture pour l'Alzheimer, c'est la perte du goût et de l'odorat. Ah, on revient au palais des saveurs. Car le palais des saveurs, les papilles de la langue, madame, vous avez quel âge? 38 ans, docteur. Et vos papilles, elles ont quel âge? 38 ans, docteur. Mais non, elles ont 10 jours. 10 jours? Elles ont 10 jours? Mais oui, nous refaisons nos papilles tous les 10 jours. Mais si on les stimule, si on les brûle comme celle qui se brûlait avec des boissons bouillantes et qui s'est pris un cancer de l'ésophage alors qu'elle était pharmacien, elle ne sentait plus véritablement parce que ses papilles étaient cramées, étaient brûlées, vous comprenez? Et elle brûlait ensuite son ésophage. Donc il faut stimuler les papilles de notre langue avec des bons produits de qualité et pas la femme qui vous dit « Ah mais docteur, moi je prends du fromage à 0%. » Je dis « Mais 0% de quoi, madame ?»« 0%, docteur, je vous promets. » Et puis je fais du 0. Mais j'ose pas lui dire que je le vois dans ses fesses. On ne peut pas lui dire comme ça. Bon. Mais ensuite, les premiers signes, je vous ai dit, le goût et l'odorat. Pourquoi? Quand vous mangez un bon plat, quand vous mangez une bonne pomme bio ou le pain de Cucugnan toujours, eh bien, il a aussi une odeur, une couleur. Et quand vous avez ça, vous stimulez. Alors ici, vous voyez, à la racine du nez, nous avons un os qu'on appelle ethmoïde. Et ethmoïde, en grec, ça veut dire os criblé, criblé de trous. Par tous ces petits trous très fins, passent des nerfs plus fins que nos cheveux, et ces nerfs, ils arrivent sur des petits lobes olfactifs, pas plus gros que l'extrémité de mon pouce, sous les lobes frontaux, et de là, ils reçoivent les informations odorales, donc des odeurs. Et quelles sont les premières choses que nous avons repérées dans notre vie? L'odeur de notre maman. Vous prenez un enfant, vous le mettez sur un lit au milieu entre deux mamans, la sienne, qui lui a donné la vie il y a quelques jours, et puis une autre qui a donné la vie à un autre enfant. Et bien l'enfant qui est au milieu, là, vous allez le voir ramper vers sa maman. Pourquoi? Parce qu'il est attiré par l'odeur de sa maman. Donc, nous avons, d'une manière extrêmement importante, stimulé notre odorat très tôt, et même notre goût. Car notre maman, par exemple, admettons qu'elle aime l'ail, ou qu'elle aime le fenouil. Quand elle en prend, eh bien, il y a des molécules aromatiques du fenouil ou de l'ail qui passent son cordon ombilical et ça va au petit. Et le petit va aimer. Inversement, la maman n'a jamais mangé du fenouil et elle en donne au petit, il fait la grimace. Mais ça, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui rejoignent véritablement l'aliment de base de notre vie qui est justement le pain. Et quelle souffrance quand même de voir que vous voyez à Paris aujourd'hui des gens qui vous disent, ben heureusement, il va y avoir une boulangerie gluten-free. Gluten-free, ça veut dire, il n'y aura plus de froment, il y aura d'autres choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons être conscients, et c'est formidable que dans ces estivales d'Arzens, qu'il y ait autant de monde sur des sujets qui sont aussi essentiels à notre santé. Voyez. Alors, nous allons, et nous faisons, Roland et moi, un livre qui va s'appeler « Le pain et le chirurgien ». Il est dans le pain, je suis dans la chirurgie, mais c'est pour montrer la santé dans tout cela, combien c'est important. Et ce travail-là que nous faisons est un travail qui va nous permettre de faire passer, de diffuser auprès du grand public des informations qui l'aident pour sa santé. Alors, vous voyez, j'ai fait au début les abeilles et le chirurgien, j'ai fait le thym et le chirurgien, j'ai fait le chocolat et le chirurgien, qui fait que récemment, j'ai été invité au 50e anniversaire de l'activité professionnelle de Michel Drucker. Bon, alors,
on m'attrape, on me dit voilà, est-ce que vous êtes là tel jour? Je dis oui, mais pourquoi? Parce qu'on voudrait on voudrait que vous soyez le médecin de Michel Drucker. Je dis mais il est malade? Non, il va bien. Mais pourquoi? Parce qu'on voudrait lui faire une surprise. Ah bon, moi je suis une surprise, non? Ben oui, parce qu'on voudrait lui faire la surprise, il est un peu hypocondriaque. Alors, il y a eu une grande soirée où il y avait des hautes personnalités qu'on voit à la télé tout le temps. Et puis moi je suis arrivé, on m'a caché un peu derrière un rideau. Et puis à un moment, on dit à Michel Drucker, alors Michel, ça va? On n'a pas mal au ventre, on n'est pas gêné, on n'a pas d'acouphène, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'un docteur? Alors il dit, mais ça en est plein dans la salle. Oui, mais Michel, les docteurs sont là pour applaudir et boire le champagne pour la fête. Non, mais on vous a trouvé un toubib. Et là, je rentre sur la scène. Alors, il me reconnaît et je lui ai apporté le bouquin, Se soigner avec le chocolat. Et je l'ai prévenu sur le pain. Je lui ai dit, le prochain, ça sera le pain. Et le chirurgien, si vous voulez vivre 50 ans de plus en bonne santé, eh bien, il faut bien s'alimenter, prendre son temps, partager son repas. Tout ça, c'est absolument essentiel pour notre santé. Celle de nos familles, des enfants, de toutes les personnes, quel que soit l'âge. Puisque vous voyez, j'ai parlé de l'Alzheimer, du Parkinson, mais aussi des personnes qui sont en tout début de vie. Bon, je crois qu'on a beaucoup parlé, Roland et moi, et que maintenant, on va vous donner la parole. On a au moins une petite vingtaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions. Mais attention, nous ne sommes pas en consultation. Ça veut dire, vous ne me dites pas le sein de ma femme ou l'utérus ou la prostate à mon mari, quoi. Bon, donc vous élargissez la question, nous sommes prêts à répondre. On est dans un domaine public dont le secret médical doit jouer aussi. Donc nous avons 2 micro-baladeurs. Vous levez la main et vous prenez le micro et on répondra à vos questions. Merci beaucoup. Alors, monsieur a une question là-bas. Avant la première question, d'abord merci. Avec grand plaisir. Merci pour votre plaisir et l'humour. C'est bon. Oui, voilà. Merci pour le plaisir Bonsoir, et l'humour que merci. vous avez donné. Quand Roland parlait du pain, moi qui suis viticulteur, enfin, d'occasion, je pensais aussi au vin. Oui. Et quand vous parliez des papilles, bien sûr, quand on fait des dégustations, c'est d'abord des papilles. Mais un ballon par jour, pas un litron, hein? Des 6 litres dont parlait Roland tout à l'heure au bout, Oui. c'était des 6 litres à 4 degrés. D'accord. Donc la question, Il y a un monsieur là-bas. Non? Oui, oui. Ou une dame, je ne sais pas. Allez-y. Voilà. C'est au sujet des associations alimentaires. Céréales mélangées avec légumes verts et ensuite produits azotés. Oui. Ensuite, on a céréales mélangées avec le sucre. Et à mon avis, le sucre et les céréales ne sont pas compatibles pour la transformation dans la digestion. Oui, alors, Qu'est-ce que vous en pensez? disons déjà une chose, c'est que nous sommes de trop gros consommateurs de sucre. Et vous avez 3 types de sucre. Le sucre évident au goût. D'accord? C'est sucré, vous ajoutez du sucre, etc. Puis vous avez ce qui est sucré alors qu'on ne s'en rend pas trop compte. Exemple, le lactose, qui est 2 molécules de sucre, le galactose et le saccharose. Ce lactose, son pouvoir sucrant, c'est 0,16. Alors que le pouvoir sucrant du sucre, le Cannes, le Saint-Louis, Coudray, c'est 1. Ce qui fait que dans un yaya, vous ajoutez du sucre. Dans le chocolat au lait ou le café au lait, etc., on ajoute du sucre. On ajoute du sucre à du sucre. Bon. Si je prends le pain blanc, je vous fais manger 100 grammes de pain blanc, puis je suis votre taux du sucre dans le sang, j'ai ce qu'on appelle une courbe d'augmentation du sucre dans le sang qu'on appelle l'index glycémique. Je vous fais prendre 100 grammes de sucre zaloui, j'ai pratiquement la même courbe. Donc le pain blanc, c'est assimilé à du sucre. Et en plus, on met dessus la confiture de la grand-mère. Bon. Alors, ça veut dire que déjà, il faut aller au pain complet. Oui. Parce que
l'index glycémique du pain complet sera moindre par rapport à l'index glycémique du pain blanc qui a été utilisé d'abord par les familles riches, les rois, les reines, etc. Et puis qu'ensuite on a démocratisé, mais au fond c'est une erreur. Il faut revenir à ces pains anciens de campagne, etc., qui sont très bons pour la santé. Alors maintenant, quant à l'association des aliments entre eux, je vais vous donner un exemple très précis parce que la question sort très souvent. Docteur, dois-je manger les fruits au début du repas ou à la fin? Réponse, quand ça vous va bien. Si madame, vous préférez parce que vous sentez que vous le digérez mieux au début du repas et votre mari lui c'est à la fin, eh bien oui, parce que les habitudes et aussi les susceptibilités génétiques varient d'une personne à l'autre. Vous voyez, nous ne sommes pas tous faits de la même façon, même si l'organisme anatomique et physiologique est grosso modo le même. Donc il faut se méfier de ne pas enquiquiner les gens en leur mettant des montres, des pendules ou des choses à peser pour... Voilà. Il y a une question par là-bas? Oui, bonsoir et merci. Je me sentais concerné relativement sur ce que vous avez dit, hein. C'est-à-dire je suis un mauvais élève. Vous allez devenir un bon élève. Absolument. Et par contre, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des programmations au niveau des enfants dans les écoles, vraiment dans cette approche, pour que les enfants mangent mieux? Alors écoutez, la seule chose que nous sommes arrivés à obtenir, en tout cas on y était arrivé dans la ville de Narbonne, c'était un fruit frais à la récré. Nous avons lancé ce concept pour que le fruit frais à la récré, le fruit frais de saison, hein, soit donné à la récréation des enfants du matin et de l'après-midi, à la place des barres chocolatées, des viennoiseries et compagnie. Et on a fait des études intéressantes en prenant des enfants qui étaient en CM1, CM2. On avait une classe où on donnait à la maîtresse et à tous les enfants le fruit frais à la récré, si possible bio de qualité, et puis une autre classe avec une autre maîtresse et d'autres enfants où eux, ils avaient la viennoiserie. Bon, eh bien, quand les gosses ont la viennoiserie, la maîtresse vous dit je les tiens 20 minutes, au bout de 20 minutes, ils n'écoutent plus, ils n'en ont rien à foutre. Pourquoi? Parce que le taux du sucre dans le sang est monté vite, le pancréas de l'enfant, il réagit en réduisant le taux du sucre au-dessous de 1 gramme, donc il a une petite hypoglycémie, il s'agite, il n'écoute pas. Par contre, si vous lui donnez la pomme, la poire, ce que vous voudrez, le fruit de saison, eh bien, il va bien le mastiquer, parce que vous l'apprenez à mastiquer longuement, et il va avoir une absorption du fructose qui est le sucre du fruit, au fur et à mesure, c'est ça qui est intéressant, des besoins de sa mémoire, des besoins de son cerveau. Et la maîtresse tient les gosses, ils retiennent ce qu'on leur dit, etc., et on arrive à les tenir pendant 1 heure. Bon, ça, je dirais, ça devrait être généralisé, et une mairie et la tutelle d'une école primaire, un département et la tutelle du conseil général, d'un collège, pardon, et le régional et la tutelle du lycée. Bon, mais pour arriver à faire passer ça, c'est très compliqué. Parce que vous avez les lobbies des barres chocolatées, les lobbies des viennoiseries et compagnie, quoi. Et le Nutella, ne me parlez pas du Nutella. Je vais vous en donner la formule, si vous voulez. Hein. Du chocolat, des noisettes, du beurre, etc., du sucre, et puis à la fin, il y a le carbamide. Et le carbamide, c'est ce que nous éliminons dans les urines. Alors un jour, une maman me dit, j'avais acheté à Noël un gros pot de Nutella, c'est qu'il y a des pots monumentaux maintenant. Bon, la petite lui fait un drame, maman, je veux du Nutella. Bon, aujourd'hui, les parents, ils négocient. Bon, tu auras le Nutella et pas le portable. Bon, c'est comme ça que ça se passe. Alors, elle lui offre son pot de Nutella, et puis au bout de 2 mois, il a un peu été entamé quand même. La petite dit, j'en veux plus. Et pourquoi tu en veux plus? Mais tu m'as fait un drame pour la maman, j'en veux plus, parce que j'ai écouté un type sur YouTube. Sur YouTube, elle m'avait écouté, et elle dit à sa maman, maman, il y a du pipi dans le Nutella, j'en veux plus. Et récemment, un grand-père m'a écrit, dites-moi, docteur, le produit qu'il y a dans le Nutella, parce que je veux stopper mes petits-enfants qui bouffent que ça, quoi. Question suivante. Oui, bonjour. Vous avez abordé brillamment l'origine du blé, c'est-à-dire l'origine de la céréale à partir, on va dire, d'un élément sauvage. Et un petit peu, j'aurais voulu savoir, quand on parle du pain, puisqu'on passe du blé au pain par une intervention humaine, le blé était moulu, concassé, mélangé à de l'eau, et tout un apport du travail humain. Et est-ce que dans l'origine, on retrouve des traces, en fait, symboliquement, du premier pain, ou comment le pain a été créé, ou comment ça a été fabriqué au départ? Est-ce qu'il y a des hypothèses là-dessus? Tout à l'heure, j'avais droit aux gros yeux parce que rien que l'histoire des blés, j'avais passé l'heure. Alors, si il y a l'histoire de la mouture,
qui est extrêmement intéressante parce que la mouture aussi, la façon de transformer le blé en farine a été très différente suivant les régions dans le monde et suivant bien sûr les époques. Par exemple, même aujourd'hui en Autriche, il y a toute une histoire de la mouture qui n'est pas la même que la nôtre. Et particularité, je pense, comment dire, je veux dire ça bien, je pense sans chauvinisme aucun, que les Occitans ont mis au point la mouture la meilleure qui soit dans le monde, et même certainement ailleurs, sans chauvinisme. Mais effectivement, on a des éléments très très forts qui le démontrent, mais vous le savez, les Occitans ont démontré des avancées de civilisation dans bien des domaines, et bien sûr, tout particulièrement aussi en ce qui, moi, est mon métier quotidien, dans le fait de faire la farine d'une manière particulière. Donc ensuite, bien sûr, il y a toute la panification. Et la panification, elle a été aussi très très différente suivant les lieux et suivant les époques. Mais on a des éléments assez précis. Par exemple, on a des événements tels que, bien sûr, l'éruption volcanique qui a fait que Pompéi s'est retrouvé figé dans l'espace-temps. Et on a une très très bonne connaissance des pains qui venaient d'être cuits d'ailleurs, quand le boulanger ou est mort sur place ou est mort un peu plus loin. Et donc on a connaissance de la manière dont est fait les pains. On a beaucoup de choses aussi qui ont été retrouvées dans les tombes égyptiennes, sur la panification, les principes, etc. Sur la mouture même aussi, qui était une mouture aussi qui était assez proche de ce que vont réussir à, entre guillemets, industrialiser. Il ne faut pas oublier que le moulin, et c'est un Carcassonnais qui est peut-être dans la salle, qui se plaît beaucoup à le dire, si Philippe est par là, je ne sais pas s'il est là, Philippe, non, il ne lève pas la main, qui se plaît à le dire, le moulin c'est quand même la première machine de l'humanité. Et donc on retrouve aussi dans les moulins, dans la manière de faire la mouture en Égypte, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, on retrouve des évolutions et des manières de faire le pain sur lesquelles on a des connaissances aussi assez fortes. Voilà. En Europe, pour juste terminer sur un exemple précis, on a un pain qui a été trouvé dans des fouilles archéologiques et c'est un pain qui a 3500 ans. Il est toujours visible dans un musée qui est dans le Jura bernois en Suisse. Voilà, et c'est un pain qui est extrêmement intéressant et qui est assez proche, parce qu'il y a des éléments qui ont été faits dessus d'analyse, etc., de pain qu'on est toujours quand même à même de faire aujourd'hui, avec du pain au levain, etc., et avec les techniques qu'ils avaient à l'époque, bien sûr, avec des pétris manuels et des façonnages extrêmement légers, mais on est capable de s'en rapprocher. Alors, il y a toute l'histoire du pain, bien sûr, en France, qui est extraordinaire, et qui, juste pour dire aussi quelque chose qui me paraît extrêmement important, qui est quand même que là, on représente toujours le français un petit peu couillon avec son béret, sa baguette et son camembert. La baguette, c'est pas le pain de tradition française. On a les lobbies et des syndicats, entre guillemets, ont trouvé cette astuce de baptiser un pain le pain de tradition française. Ce n'est pas la baguette. La baguette, c'est un pain très récent. Parce que vous donnez un bout de pâte à modeler à un gamin sur une table, le premier truc qu'il va faire, c'est ça. Et ça va faire une baguette, d'accord? Donc c'est tout simple, mais seulement pour pouvoir faire avec une boule un truc comme ça, un truc qui s'allonge, là, quand vous voyez des phases qui s'allongent comme ça, eh bien il faut des sacrés gluten. Avec les farines de blé ancien, vous êtes incapable de faire ça. Donc s'il vous plaît, s'il y en a qui nous font le plaisir de nous rendre visite à Cucugnan, ne rentrez pas dans la boutique ou alors faites de l'humour en disant bonjour, 2 baguettes s'il vous plaît. Il n'y a pas de baguette chez nous, on ne peut pas faire de la baguette, ça serait antagoniste avec ces fameux blés anciens. Il n'y a pas de baguette chez nous. La baguette, c'est un pain. Henri vous disait tout à l'heure de revenir à un certain type de pain, et je pense que c'est sage et que c'est vraiment un très très bon conseil. C'est pas pour faire la publicité de ce qu'on fait. On fait ce qui nous a paru absolument évident de faire et que le pain que l'on n'aurait jamais dû cesser de faire. Voilà. C'est pour le pain fait maison. Alors il y a des farines de type 55, de type 50, de type 45, etc. Je voudrais savoir quel genre de farine vous pouvez faire, par exemple, pour les pains maison. C'est une très très bonne question. Vous faites le pain à la maison, c'est très bien. Il faut savoir que les hommes ont volé le pain aux femmes. Dans l'histoire de l'humanité et de notre civilisation occidentale, le pain de ménage
Et le premier bouquin qui a été fait sur le pain au XVIIIe siècle par Augustin Parmentier était un pain qui était à destination des femmes. Ce sont les femmes qui faisaient le pain. J'ai même encore, et encore ce week-end, le bonheur d'avoir des personnes qui... J'ai toujours la même réflexion qu'un goût de pain, ça me rappelle le pain que faisait. Et c'est très souvent ma mère ou ma grand-mère. Voilà. C'était les femmes, même dans les campagnes, le pain de ménage était fait par les femmes. Donc c'est très bien de refaire son pain soi-même, mais à partir du moment où on se donne le mal de s'investir, un mal pour un bien, parce que c'est un acte d'une générosité fondamentale. Je citerai, tiens, Paul Claudel dans l'annonce faite à Marie, où il a cette phrase extraordinaire: « Je me suis levé, j'ai semé le blé, je l'ai récolté, dans le pain que j'ai fait, tous mes enfants ont communié. » Dans une maison, dans un foyer, quand on a quelqu'un qui se lève, parce que c'est déjà formidablement beau de se lever pour faire quelque chose pour les autres et pour les gens qu'on aime, et si en plus on se donne la peine de semer le blé, de le récolter, etc., on va être un générateur de communion. Ne voyez pas de la religiosité dans ce que je dis. À partir du moment où vous allez faire du pain et vous allez donner à partager, j'ai pas une maman, j'ai pas un papa qui fait du pain à la maison et qui est pas heureux et ultra fier de savoir, en toute évidence, sans mensonge, sans forfanterie, sans que ses enfants sont extrêmement heureux de manger ce pain-là. C'est fabuleux de faire le pain dans la famille. Mais à partir du moment où vous faites cet effort-là, surtout, procurez-vous les bonnes farines, parce que ça serait dramatique. Voilà. C'est comme je dis aux personnes, c'est fabuleux de faire une tarte aux pommes. Il suffit de 3 pommes, un peu de beurre, un peu de farine, un peu de sucre, etc. On fait une tarte pour la partager avec les enfants. Mais surtout, faites une tarte aux pommes. Surtout, je gueule, et des fois même j'écris contre des gens qui font des fabuleuses recettes, qui publient. Faites une tarte aux pommes, surtout, ces 3 pommes, ça ne va pas vous ruiner. Achetez des pommes bio, quoi. Donc, vous faites votre pain, achetez de la farine bio. Vous n'allez pas vous lever pour devenir le père au sens de celui qui engendre la communion, pour faire le pain pour la famille avec des farines qui ne soient pas bio. Alors, il faut trouver des bonnes farines bio. On en a dans le département, ça se trouve. Et bien sûr, et surtout, une farine qui fasse autour de T80. On reprécise pour que tout le monde sache, T, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'indice de minéralité, c'est-à-dire que si on fait brûler 100 grammes de farine dans un crématorium à 930 degrés, quelle est la masse de ce qui reste, c'est-à-dire les minéraux qui n'ont pas été vaporisés parce qu'eux, il leur faut 1600 degrés. Et donc on les pèse, et s'il y en a 80 mg, on dit que c'est une T80. S'il n'y en a plus que 40, on dit que c'est une T40. Si il y en a 130, on dit que c'est une T130. Donc quand vous faites un pain avec une farine de type T80, ça veut dire que vous rentrez dans une palette et une charge nutritionnelle pour donner de la bonne nutrition à ceux que vous aimez, pour qui vous faites le pain. Donc au moins une T80. Après, il y a des farines un peu plus sophistiquées où on va vraiment avoir l'intégralité du germe traité d'une certaine manière, où là on va monter sur de la T100, T105, T110, et voire même on a nous des pains qu'on arrive à faire qui ont une certaine légèreté, très alvéolée, avec des T130, des T140, donc des charges nutritionnelles très très fortes, beaucoup de magnésium, etc. etc. Au moins T80, monsieur. Ah, monsieur. Allons-y. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur ce que disait M. Joyeux tout à l'heure entre le pain, et je vais venir après sur le lait, mais je voulais dire que bon, quand on fait du pain, en plus, on a les couleurs, les odeurs, on entend le pain chanter, et donc ensuite pour M. Joyeux, la question sur le lait, on a lu des études en Suisse, dans les universités suisses, qui disaient que c'était carrément un toxique, il le qualifiait de toxique pour l'être humain. Vous parlez du lait là? Oui, du lait, oui. Et je voulais savoir... quel lien y a-t-il avec le lait de chèvre ou le lait de brebis, les fromages de chèvre, comment on peut les situer là-dedans? Très simple, d'abord ce sont des plus petits animaux en taille, donc vous avez des facteurs de croissance dans le lait de la chèvre comme le lait de la brebis, pour un animal qui a des articulations, des muscles et des tendons qui sont plus petits que nous, en tant qu'adultes. Bon. Donc, après tout, le fromage de chèvre ou le fromage de brebis, excellent au point de vue du goût. Et en plus, comme ça a du goût, on est plus vite rassasié. Quand vous prenez le 0% ou les fromages de vache et les chèvres qui pleurent et qui rigolent, on vous tartinez tant que vous pouvez. Non mais c'est vrai, ça n'a aucun goût, quoi. Donc, il faut aller vers le crottin. Vous savez, les petits que vous coupez en 4, ou vers le roquefort ou la tome de brebis. Et c'est vrai que ça a du goût,
et que quand vous l'avez dans le palais des saveurs, vous le gardez. Et le ballon de vin, il suit le ballon. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir. Si on s'alimente, soi-disant pour être en bonne santé, et qu'on bouffe, c'est nul, quoi. C'est nul. Or aujourd'hui, on bouffe. Vous savez que pour que les gens le retiennent, quand vous allez au McDo, il y a du pain de mie pour ne pas fatiguer vos ratounes. Ensuite, vous aviez de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a un étudiant très sérieux qui est venu me voir, il dit « Monsieur Joyeux, c'est vrai qu'il a été mâché par... » Alors, je lui ai dit « J'ai fait un lapsus. » Il me dit « C'est quoi un lapsus ?» Ben, je lui ai dit « J'ai dit mâché pour hacher. » Non, mais au moins qu'il le retienne. C'est un scandale de nourrir. C'est comme quand une grand-mère vous dit « Moi, mes petits-enfants, le mercredi, ils viennent dîner, ils viennent déjeuner, je leur fais un steak haché. » Mais madame, ils sont énormes, nos petits-enfants. Ils sont pas encore au dentier, quoi. Ou alors elle vous dit « Ah, je fais une pomme au four à mon petit mari avec beaucoup d'amour. » Ben, vous serez veuve avant tout le monde, madame. Pourquoi je serais veuve? Parce que vous lui piquez les vitamines, parce que vous lui donnez du mauvais sucre, voyez. Bon, les compotes, c'est aberrant. Aberrant, les fruits frais de saison. Question. Monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez me préciser où on en est au point de vue traitement des blés aujourd'hui pour bien avoir conscience de ce qu'on ingurgite quand on ne va pas manger des pains qui sont faits avec des farines nobles? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, qu'est-ce qui pourrait accélérer que mon boulanger du coin de rue prenne un risque à changer sa façon de faire du pain, à part y aller à 50 d'un coup pour faire un effet de masse? Qu'est-ce que c'est les arguments qui peuvent, dans la profession, faire basculer venant de la part d'un consommateur? Le blé reçoit beaucoup de traitements. Alors, il n'est pas tout traité de la même manière, bien sûr. Puis actuellement, il y a une nouvelle tendance aussi qui est l'agriculture dite raisonnée. Moi, je ne suis pas très fan parce qu'on s'est pâté. C'est un peu habillé, c'est un peu habillé le mensonge, ça, parce qu'on ne sait pas trop qui raisonne, quoi. Hein. Moi, je suis dans la démonstration qu'il est absolument possible d'avoir des blés en parfaite santé de A à Z sans traiter, voilà. Sans rien, sans aucun traitement. Or, dans l'agriculture conventionnelle, les blés sont beaucoup traités. Alors maintenant, c'est pas forcément toujours dans les champs qui reçoivent le plus de traitement, c'est surtout pendant les périodes de stockage, puisqu'on va stocker au mois de juillet-août des blés qui vont être mis en farine au mois de juin ou juillet de l'année d'après, voire pour faire la jonction avec les moissons suivantes jusqu'à septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc il faut stocker ces blés. C'est surtout aussi beaucoup dans les périodes de stockage que les blés sont traités avec des éléments pour tuer tous les insectes, les micro-organismes qui viennent s'y attaquer, dont on met des fongicides, etc. Et effectivement, il y a beaucoup de substances qui sont nuisibles. Voilà. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de meuniers qui mettent des produits chimiques dans les farines. Le problème est monté en amont. On a appris à faire du Lance Armstrong dans les champs. Voilà. Donc, voilà. Il y avait des techniques qui sont, ça se pratique même dans l'Aude, on épand des farines de sang, des farines de plumes, etc. C'est assez démoniaque. Et donc on traite énormément les blés. Et effectivement, on arrive quand même à des substances qui sont de la nourriture qui n'est pas très bonne, quoi. Voilà. Là-dessus, on peut faire un débat rien que sur le sujet. Rien que sur le sujet, on pourrait y avoir un jour quelque chose, par exemple, sur une thématique du bio, puisque, par exemple, je suis sûr que vous l'avez entendu, souvent dans la salle, les gens, beaucoup disent « Oui, le bio, c'est du charlatanisme, ça n'existe pas, nani, nana, etc. » Nous, on a eu un contrôle, on est labellisé bio par un organisme qui s'appelle EcoCert, et on a eu un contrôle bio fait par un organisme de contrôle qui s'appelle le Bureau Veritas. Ben, je peux
vous dire que je ne trouve pas que ce soit vraiment de la plaisanterie, parce qu'ils nous prennent des échantillons et ils font des analyses chez des gens qui font des analyses assez poussées, avec des machines qui coûtent des fortunes, puis on reçoit l'État, voilà, moi je peux vous projeter le tout dernier que je viens de recevoir il y a 15 jours, voilà, sur des échantillons de farine, il y a 1600 molécules de pesticides qui sont cherchées, la globalité du total de ces 1600 molécules est à 0,00. Voilà. Donc je peux dire que celui qui va manger cette farine-là, sauf si après lui il la trempe, je sais pas, dans un thé absolument désastreux, il va quand même manger un produit sain. Voilà. Et ça c'est notre premier objectif. Quoi, là, sur les... Ensuite il y avait une deuxième question. Alors le boulanger c'est un énorme... Il y a de partout sur le maillage du territoire, et il y a ça ici, dans l'Aude, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui font du bio. De toute façon, c'est la loi du marché, si les gens ils vont plutôt chez eux qu'ailleurs, le problème sera vite réglé, quoi, hein. Quand un boulanger... c'est vrai que le boulanger conventionnel, beaucoup ont beaucoup de mal à faire le saut et commencer à utiliser des farines bio. Parce que c'est assez compliqué, surtout dans un fournil qui n'est pas bio, donc traiter une partie en bio c'est assez complexe. Il y a une législation, il faut des cuves, il faut une sole sur un four qui va être dédié au co-bio, des couches aussi qui ne vont, des couches où on fait poser le pain, des bannetons, etc. qui ne vont être dédiés co-bio. Et il y en a, mais si les gens sont demandeurs, l'offre, aujourd'hui on vit dans une économie de marché, et c'est malheureusement, c'est surtout la demande qui génère l'offre. Avant, par exemple, on avait des corps de métier comme les compagnons du devoir, et dans le principe des compagnons du devoir, on faisait les choses comme il fallait les faire, et on partait du paradigme qui est que si une chose est bien faite, elle trouvera son client. Malheureusement, aujourd'hui, tout fonctionne à l'envers. On est sur un marché de demande. Et donc, quand il faut la générer, la demande, c'est la demande. Coluche, il avait dit à plaisantant, il suffirait que les gens ne veuillent plus pour que ça ne se fabrique plus, quoi. Il faut y aller. Dernière question, monsieur. Près de moi, il y a une dame là, qui certainement doit être de l'âge de ma mère, qui est décédée, et qui a un livre qui s'appelle Changer d'alimentation, bien sûr, du professeur Henri Joyeux. Oui, alors... Nous sommes actuellement pratiquement tous internautes. Et je voudrais que le public sache que pratiquement, pas toutes les semaines, toutes les quinzaines, la lettre du professeur Joyeux... Toutes les semaines. Toutes les semaines, voilà. J'écris une lettre toutes les semaines depuis un peu plus d'1 an. Voilà. Elles sont sur mon site internet, elles y sont toutes, c'est gratuit. Il y a 540 000 personnes qui sont abonnées gratuitement. Vous allez sur le site, il y a écrit lettre, vous cliquez sur lettre, là vous mettez votre adresse mail, et vous allez au début en recevoir 2 par semaine. Celle de la semaine, plus une autre pour rattraper ceux qui y sont déjà. Voilà. Alors, en ce moment, vous l'avez vu, c'est sur les problèmes des vaccins. Des vaccins, voilà. Ensuite, il y aura votre cerveau qui va vous parler, votre mémoire qui va vous parler, votre bijou qui est l'hypophyse. C'est ma femme qui a eu l'idée un jour, elle m'a dit, tu devrais faire parler des organes. Alors, je leur ai dit, j'ai dit, je vais faire parler de ton utérus. Elle m'a dit, pourquoi pas. Bon. Et finalement, c'est astucieux parce que on peut, avec humour, faire passer des messages à du grand public qui peut être intéressé pour mieux comprendre le fonctionnement du corps. Vous voyez ? Donc je ferai parler l'estomac, je ferai parler l'audition, etc. Mais tout ça, c'est beaucoup de travail, effectivement. Alors, on a amené des livres qu'on va mettre à la sortie. Je n'en ai pas beaucoup. On m'en a donné un certain nombre pour ceux qui les souhaitent. Attention, si vous le payez, c'est pas à moi, et parce qu'ils ne sont pas à moi, le chèque, il faut le faire à l'éditeur qui s'appelle Édition du Rocher. Vous mettez EDR, Édition du Rocher. EDR, ça suffit pour ceux qui veulent le livre. Alors, on conclut. Vous n'aviez pas de questions alors, si je Non, c'était pour professeur, vous remercier. Pour remercier tout le monde. Et d'inviter peut-être les internautes que nous sommes à aller à Pépunian et à regarder sur l'ordinateur la lettre hebdomadaire du professeur Joyeux. Bon, moi je veux remercier tous les organisateurs de cette soirée qui nous ont permis de dire des choses importantes pour votre santé. Donc, grâce à vous, parce que nous savons combien vous êtes passionnés par tous ces aspects-là. Et ensuite, on vous souhaite tous nos voeux pour les encore 14 jours des estivales
d'Arzens. Voilà, merci beaucoup.